Bonjour à tous et à toutes. Donc nous voici sur une deuxième vidéo sur le thème de la jurisprudence et de la loi en 2018. Il semble que dégager des idées excessives de la période révolutionnaire, les rédacteurs du Code Napoléon, et en particulier Portalis, aient été les premiers à voir quelle fonction aurait la jurisprudence des tribunaux dans le cadre d'un droit codifié. On ne peut pas plus se passer de la jurisprudence que de loi, écrit Portalis. L'office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit, d'établir des principes féconds en conséquence, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière. C'est aux magistrats et aux juristes, pénétrés de l'esprit général des lois, à en diriger l'application. Il y a une science pour les législateurs comme il y en a une pour les magistrats, et l'une ne ressemble pas à l'autre. La science du législateur consiste à trouver dans chaque matière les principes les plus favorables au droit commun. La science du magistrat est de mettre ces principes en action, de les ramifier, de les étendre par une application sage et raisonnée aux hypothèses prévues. Ce remarquable exposé assigne à la jurisprudence une triple fonction, non seulement d'appliquer les règles légales, mais préciser mais préciser leur portée dans de multiples circonstances qui se présentent en pratique. Le législateur doit rester à un certain degré de généralité pour ne pas faire une œuvre trop lourde et qui pourtant ne régirait pas l'infinie variété des cas. C'est donc le juge qui doit être le législateur des cas particuliers. Remédier aux lacunes et aux obscurités que porte inévitablement un code ou une loi, adapter le droit à l'évolution de la société et de combler les lacunes qui naîtront de pratiques nouvelles. Le rapport du juge à la loi est une interrogation classique, mais épineuse, qui se pose dans toute démocratie. Un point de départ possible pour cette réflexion est constitué par les décisions du juge judiciaire comme du juge administratif, signalant leur refus traditionnel et constant de contrôler la constitutionnalité des lois. La décision Paulin de la Cour de cassation, cassation crime 11 mai 1833, et la décision Arrighi du Conseil d'État section 6 novembre 1936, il y a dans une telle solution une part de mythe et de sérieux avantages pratiques. La part du mythe, La part de mythe, à présent déconstruite, tenait à l'idée selon laquelle la conception française de la séparation des pouvoirs est entièrement dominée par la souveraineté de la loi, expression de la volonté générale. Or, cette volonté générale ne peut errer. Elle est infaillible et ne peut dès lors souffrir d'aucun contrôle. Telle fut la pensée de la majorité des révolutionnaires, inspirée par Rousseau, mais également mue par un intérêt bien compris. Les magistrats désignés par l'Ancien Régime inspiraient en effet la crainte, non dénuée de fondement, qu'ils puissent interpréter la loi nouvelle selon les intérêts de la noblesse. D'où cette formule de Robespierre selon laquelle le mot de jurisprudence doit être ignoré de notre langue, car dans un État qui a une constitution, une législation, la jurisprudence des tribunaux n'est autre chose que la loi. On retrouve là l'analyse de Montesquieu dans l'esprit des lois, selon laquelle les juges ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi, dont la puissance terrible doit être contenue plutôt que libérée. D'où aussi et surtout l'institution du tribunal de cassation auprès du corps législatif, ainsi que la conservation par la Constitution de 1791 du référé législatif institué en 1667, qui faisait interdiction aux juges d'interpréter la loi et imposait, en cas de difficulté, d'un référé au Parlement.
Cette glorification de la loi souveraine que le peintre Paul Baudry a représentée au plafond de la grande chambre de la Cour de cassation s'ancre si profondément dans nos représentations et l'histoire de la Révolution que bien peu oseront porter le fer. Sauf Sieyès, par exemple, avec sa proposition de jury constitutionnaire. En effet, Sieyès, que l'expérience de la terreur avait convaincu de l'illusion d'une puissance illimitée, s'attaqua à ce tabou lorsqu'il proposa la création d'un jury constitutionnel lors de la Convention de 1795, en déclarant ce mot de souveraineté ne s'est présenté si colossal devant l'imagination que parce que l'esprit des Français, encore plein de superstitions royales, s'est fait un devoir de doter de tout l'héritage de pompeux attributs et de pouvoirs absolus qui ont fait briller les souverainetés suspects. Cité par L. Drone, Sieyès est le sens du jury constitutionnel, une réinterprétation historia constitutionnelle. Cette conception de la souveraineté mute subtilement sous la Troisième République sans se transformer en substance. Le souverain, qui était le peuple, ou plutôt la nation, devient de manière plus concrète et visible le Parlement, ou monocaméral, dont les actes demeurent hors de tout contrôle juridictionnel. C'est le temps du parlementarisme absolu. La jurisprudence du Conseil d'État, énoncée dans les affaires Arrighi et Dame-Veuve-Coubert, en prend acte. Donc, nous allons voir l'évolution des relations entre la loi et la jurisprudence sous la Ve République. Donc, l'évolution des relations entre la loi et la jurisprudence sous la Ve République, si l'on considère que l'histoire moderne des rapports entre loi et jurisprudence s'ouvre avec le Code civil, on la fera donc débuter par la soumission de la seconde à la première. On sait ici l'importance de l'héritage révolutionnaire et la défiance à l'égard du juge qu'il léguera au XIXe siècle. Nul besoin d'y insister. L'article 5 du Code civil s'en fera le messager, censé empêcher la jurisprudence de se prendre pour la loi et permettre que soit inscrite dans le Code fétiche la subordination statutaire du juge. Dans les rapports de la loi et de la jurisprudence, celle-ci est alors dans une position de domination, sinon d'étouffement. La procédure du référé législatif le manifesta de la façon la plus tranchée, qui vint priver les tribunaux du pouvoir d'interpréter la loi et d'en être ainsi les traducteurs naturels. La subordination pouvait-elle s'exprimer plus nettement que dans cette nécessité faite au juge d'en référer au législateur pour déterminer la signification de la loi? C'est précisément la conquête du pouvoir d'interprétation qui permettra le passage au deuxième âge de la jurisprudence. La disparition du référé législatif et l'abondant doux du fétichisme de la loi écrite jetteront les bases d'une nouvelle ère. Les nécessités économiques et sociales feront le reste. C'est ainsi au XIXe siècle finissant qui voit naître la jurisprudence dans sa version moderne. Les insuffisances du Code civil, le rôle de la révolution industrielle, l'essor d'une approche sociale du droit, le renouveau de la théorie de l'interprétation auront ainsi contribué à faire advenir la jurisprudence. La conjonction de tous ces acteurs est trop connue pour mériter d'y insister. Ainsi, quand la Ve République voit le jour, la jurisprudence a déjà opéré sa mue. Génie est passé par là, auquel on prêtera sans doute bien plus qu'il n'accordait lui-même au pouvoir du juge. Divers grands arrêts ont permis à la jurisprudence d'acquérir ses lettres de noblesse. Jean d'Eur aura montré, mieux que tout autre, comment un corpus juridique
peut trouver son enracinement dans une décision de justice. C'est le pouvoir normatif de la jurisprudence dans sa pureté. D'une phrase de transition égarée dans le Code civil naît tout le droit de la responsabilité du fait des choses. Comme le relève Carbonnier, le régime de 1958 a trouvé la jurisprudence à l'étiage déjà considérable où elle était parvenue, avec un statut généralement reconnu de véritable source du droit. Dans les années qui ont suivi, la montée du phénomène s'est continuellement amplifiée. La Ve République sera ainsi à son tour jalonnée de ces grands arrêts que Capitan avait souhaité mettre en lumière, parce qu'ils sont le droit en mouvement. Blake, à lui seul, suffirait à montrer la continuité dans la création prétorienne, expliquant à son tour le même membre de phrase que Gender. De rien ou de si peu, le juge fait le droit. Sous cet aspect, rien ne change, sous la Ve République. Mais sous cet aspect seulement. Car, au troisième temps, la jurisprudence contrôle la loi. Il n'a pas suffi au juge d'en être l'interprète triomphant, de s'être autorisé à supplier ses lacunes ou à la compléter. Il en contrôle désormais la validité. Le juge se saisit de textes supralégislatifs pour faire la leçon à la loi. Le mouvement, cette fois, apparaît sous la Ve République. Les droits fondamentaux offrent ainsi une arme nouvelle, sans équivalent, puisque le juge se voit autorisé à écarter la loi. Le voici habilité à donner une leçon de démocratie aux législateurs. Cette nouvelle étape constitue un changement considérable dont on n'a sans doute pas encore montré toutes les implications. Elle met la loi en situation de sujétion. Plus encore, cette même loi devient source de suspicion, puisqu'il faut comprendre qu'elle pourrait bien être attentatoire aux droits et libertés. Elle n'était déjà plus alpha, et l'alpha et l'oméga du droit positif depuis longtemps. La voilà parfois contraire au droit positif lui-même, puisqu'elle doit céder devant des droits plus forts qu'elle. Le juge dans cette affaire devient gardien des droits et des libertés. Changement d'office. Le juge ne s'en contentera pas pour imposer des droits substantiels à la loi. Il y puisera aussi de quoi défendre la jurisprudence elle-même contre les interventions du législateur. Alors que l'on considérait classiquement que la loi peut toujours défaire la jurisprudence, rendre caduque la règle jurisprudentielle contraire, disait Walin, voici que l'ordre des choses s'inverse. Le contrôle des lois de validation ouvre ainsi sur un changement de hiérarchie. Jusqu'alors, en effet, la loi de validation marquait la réaction du législateur face à la jurisprudence et donc son aptitude à en résorber les méfaits. Son contrôle signera en sens inverse la réplique de la jurisprudence pour faire prévaloir la sécurité juridique. Le juge peut alors restreindre l'impérium de la loi en s'arrogeant le droit de déterminer en dernier ressort qui, de la jurisprudence ou de la loi, doit prévaloir. Plus encore, le juge, qui n'entend pas laisser à la loi le dernier mot, prétend même déterminer si elle sert ou non l'intérêt général. En contrôlant les motifs impérieux d'intérêt général, il inspecte la loi, jusque et y compris dans ses fondements démocratiques. Au reste, que le législateur ne tente pas de biaiser la jurisprudence en recourant à la loi interprétative. La Cour de cassation a montré qu'elle n'entendait pas être prisonnière de la qualification donnée. Toute l'évolution des rapports entre la loi et la jurisprudence s'exprime dans cette décision du 23 janvier 2004 de l'Assemblée plénière. Si le législateur peut adopter en matière civile des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit
et la notion du procès équitable consacrée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice, d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges, que cette règle générale s'applique quelle que soit la qualification formelle donnée à la loi et même lorsque l'État n'est pas partie au procès, attendu qu'il ne résulte ni des termes de la loi ni des travaux parlementaires que le législateur ait entendu répondre à un impérieux motif d'intérêt général pour corriger l'interprétation juridictionnelle de l'article L. 145-38 du Code de commerce et donner à cette loi nouvelle une portée rétroactive dans le but d'influer sur le dénouement des litiges en cours, que dès lors la Cour d'appel peut, important qu'elle ait qualifié la loi nouvelle d'interprétative, a décidé à bon droit d'en écarter l'application, que par ces motifs substitués à ceux de la décision attaquée, l'arrêt se trouve justifié. La rétroactivité est ainsi devenue l'occasion d'une lutte contre la loi et la jurisprudence. C'est d'ailleurs cette même question que l'on retrouve dans une quatrième étape. Au quatrième temps, la jurisprudence se veut la loi. Elle n'est pas seulement normative, elle reconnaît qu'elle l'est. D'où une approche bien davantage politique consistant à tirer les conséquences de ce statut assumé de source du droit. C'est l'âge adulte d'une jurisprudence qui revendique alors son attitude à être norme pour s'en tirer les conséquences. Diverses illustrations apparemment différentes marquent une inspiration commune dans le sens de cette profonde mutation. Mais elles témoignent aussi du fait que la jurisprudence dans ce mouvement subit le décalage notable entre le rôle qu'elle revendique et son statut. Et de cet écart entre le rôle et le statut de la jurisprudence naît le trouble du système juridique. La Ve République a sans nul doute accouché d'une nouvelle jurisprudence différente de celle qu'abritaient les temps antérieurs, mais celle-ci produit de la norme sans en avoir les moyens ni les procédures. Elle sécrète du droit dans un système juridique qui subit une crise de la normativité entre droit régulé et droit supranational. L'avènement d'une modulation dans le temps des revirements de jurisprudence est sans doute le signe le plus net de l'institutionnalisation de la jurisprudence comme source déclarée. Du côté de l'ordre judiciaire, on sait que l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a ainsi admis qu'une cour d'appel avait, à tort, écarté un moyen de prescription tout en jugeant concomitamment que la censure de sa décision n'est pas encourue de ses chefs, dès lors que l'application immédiate de cette règle de prescription dans l'instance en cours aboutirait à priver la victime d'un procès équitable au sens de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l'accès au juge. La solution entend ainsi reporter l'application dans le temps d'une règle que la Cour de cassation a elle-même imposée. Elle regarde en miroir l'évolution que promue à son tour la jurisprudence du Conseil d'État. Voilà pour la première vidéo. Donc, il y aura une suite dans les semaines qui suivent pour approfondir un petit peu ce sujet. Bonne fin de soirée et bonne semaine à vous tous et je vous dis à bientôt.